donc en gros Q1 2023, on était encore en train de se dire, on sent que ça va être ouf, mais concrètement, ça va pas changer la phase de l'équipe. Et mi-2023, là, on a commencé à se dire, ok, là, il y a des use cases hyper intéressants, et c'est à ce moment-là où se sont montés les Dust, les Mistral et toutes les boîtes aujourd'hui qui sont en train de décoller. Dust, d'ailleurs, on les a testés. Donc Dust, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est une surcouche justement à ChatGPT, ça te rajoute une barre de recherche qui est connectée à toute ta base, à toutes tes bases de données. 2024, là, faut vraiment accélérer, et accélérer, ça veut dire faire gagner du temps et donc réduire. Donc on a un OKR de boîte, c'est on doit réduire d'ici la fin de l'année 50% des tâches chronophages qui n'ont pas de valeur ajoutée. Tout ça, tu lis le verbatim, je perds 1 heure. Quand je passe 1 heure en call, je mets plus de temps derrière, donc je fais plus d'1 heure à faire le compte rendu, loguer dans Salesforce l'activité, remplir tout ce qui s'est passé, écrire les next steps et envoyer un mail récap à mon client. Tu lis ça, tu te dis attends, on a des dizaines d'équipes CX, des dizaines d'équipes revenus, je pense que là il y a quelque chose. Ce qu'on constate tous, c'est que ceux qui se démarquent en usage quotidien de l'IA, moi premier, c'est que une fois que tu as investi énormément de temps sur ton prompt engineering, c'est là où tu as vraiment un ROI. Chance d'être dans des boîtes qui ont cette culture de on teste, on apprend, on fail, on analyse pourquoi on a fail, mais du coup on itère. Mais tu as des très grosses boîtes, des très grosses organisations qui nous écrivent de plus en plus justement en disant mais comment on fait pour intégrer l'IA dans une boîte qui a 500 ans. Enfin tu vois, t'es Saint-Gobain, j'y suis pas, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que là les débats en ce moment, la cellule innovation et la DSI, ça doit être des débats sympas, tu vois, parce que là t'as plein de boîtes qui coupent aussi, qui restreignent à fond en disant non, tu pourras pas aller sur chat.openai.com, l'adresse elle est coupée. Petit noyer, mais c'est des cas hyper concrets. Et alors, la question en face, c'est quoi l'avenir du CMO du coup, on fait quoi Qu'est-ce qu'on devient là-dedans? C'est une super question. Eh ben, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Marketer Moment avec aujourd'hui Elliot Guérin de Scalo. Salut Nafal, salut Elliot. Et on va parler aujourd'hui, je pense que le sujet qu'on va aborder, il est extrêmement original, c'est l'intelligence artificielle. Alors, avant de parler de ça, tu vas te présenter, je pense que l'idée, ma conviction, c'est qu'on n'est qu'au début d'une révolution, c'est même un peu une bêtise de dire ça, mais que c'est maintenant qu'on commence à voir les premiers use cases, donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Mais avant ça, toi tu es chez Scalo depuis longtemps, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours jusqu'à ces 6 années passées chez Scalo? En novembre, ça fera 6 ans. Ouais, bravo. Écoute, merci pour l'invitation. Donc effectivement, 6 ans chez Scalo. Moi je suis arrivé quand Scalo venait de boucler sa série A, donc en 2018. À l'époque on était une vingtaine de salariés, aujourd'hui on est bientôt 300. Donc j'ai connu en fait les différentes phases de la boîte, donc post-levée, comment on va tester des choses, comment on va investir sur des canaux d'acquisition, comment on va investir sur de la brand aussi, ça a été les gros chantiers qu'on avait taclés les 2 premières années. Ensuite, il y a eu cette logique de on va agrandir les équipes, donc comment je suis passé de moi, premier contributeur individuel marketing, à staffer une équipe. Et ensuite, on a fait une super levée, une série B en 2021, avant que le monde de la finance ne se contracte à fond en fin 2021-2022. Donc là, on a levé 40 millions d'euros, et ces 40 millions d'euros, ils sont là pour accélérer le projet européen. Donc on a ouvert aussi, c'est à ce moment-là, on a ouvert l'Espagne, on t'a connu aussi au niveau de la French Tech Barcelone, bien sûr. Et maintenant, depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, on bosse à fond sur comment on bascule sur un modèle le plus ROIste possible. Donc là, on va bientôt atteindre la rentabilité, comment on arrive justement à se staffer, comment on arrive à bien bosser après 8 ans d'historique. Et là, on commence déjà à sentir, même si on est jeune finalement quand on compare à d'autres boîtes, mais on commence à sentir dans les équipes des phrases comme mais on a toujours fait comme ça. Donc ça commence à s'installer, on migre progressivement vers une boîte installée et là tout l'enjeu de cette année, et l'IA depuis globalement 2 ans, permet aussi de se réinventer en profondeur, de se dire peut-être qu'on a fait comme ça et que ça a hyper bien marché pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Là aujourd'hui on a les moyens d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus fort, d'aller beaucoup plus loin, et je te rejoins, quand tu regardes la courbe d'adoption, clairement on en est qu'au début, et enfin moi vraiment c'est ce que je dis à toutes mes équipes depuis ChatGPT, mais même avant, c'est
soyons du bon côté de la barrière. Ouais. Donc très vite, il faut se l'approprier. On a la chance dans nos équipes marketing, growth, brand, d'avoir très vite vu des applications concrètes. Enfin, je me souviens très bien, en novembre 2022, ChatGPT, vous avez dû faire les mêmes tests, mais en gros, de se dire, pour la production de contenu, pour le SEO, ça c'est royal. Donc en fait, les équipes marketing, au sens large, ont été les premières dans l'adoption. Et maintenant, ce qu'il faut se dire, on a un niveau de recul, on a un niveau de maturité, c'est comment quelqu'un à la finance, comment quelqu'un qui fait du recrutement, comment quelqu'un des équipes RH peut s'en servir. Et je pense que les équipes marketing, j'ai parlé à plein de boîtes, que ce soit des boîtes beaucoup plus early stage ou même des très très grosses boîtes type CAC 40, SBF 120, toutes les boîtes aujourd'hui prennent le sujet et de se dire mais comment on arrive à avoir des ambassadeurs, à avoir des champions, à avoir des personnes en interne qui prennent le temps aussi de former, parce qu'aujourd'hui on a beau te déployer une licence globale de boîte ChatGPT, si tu sais pas prompter, si tu sais pas interagir avec l'outil, tu vas rien en tirer, tu vas te dire ok ça fait des blagues, c'est sympa, mais globalement je vois pas comment mon quotidien va être amélioré. Et avant de progressivement, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, tu peux rappeler le produit Skello, à quoi il répond, et comme ça je pense que ça nous permettra de dire ok, comment est-ce qu'après on va rentrer dans l'utilisation de l'IA chez Skello. Ouais. Donc moi je suis le VP marketing et Skello c'est une solution RH pour toutes les équipes de terrain. Donc en fait nos clients ça va pas être la tech, ça va pas être des gens qui bossent derrière un ordi en télétravail. Nous on va équiper des restaurateurs, des hôteliers, des pharmaciens, des retailers, des entreprises dans l'industrie, dans le bâtiment aussi. Donc en fait tout c'est, en anglais c'est beaucoup plus simple, c'est les frontline workers, donc les gens qui travaillent vraiment au contact de leurs clients directs. Pendant le Covid, ils ont été aussi en première ligne et on pense vraiment, nous la mission chez Skello, c'est qu'on veut réinventer en fait l'expérience de travail des équipes qui travaillent sur le terrain et on pense que ça, toutes les grandes équipes font les grands succès et c'est pour ça qu'on essaye de plus en plus de leur délivrer de la valeur justement via une application pour les équipiers, les équipes qui travaillent sur le terrain et un SaaS, donc vraiment sur un laptop pilotage, qui pilote, donc vraiment tu as la planification, tu as la gestion des absences, les rotations aussi, il y a beaucoup de complexité en fait dans la planification, dans les RH de ces équipes-là. Tu as de la coupure, tu as généralement différents aussi points de vente, donc tout ça on le gère et en fait toute la complexité RH qui est hyper compliquée à gérer, on va l'adresser via Skello et via cette application. Ouais, parce qu'en gros ça s'attaque à des métiers où l'un des traits communs entre tous c'est le côté shift, le côté tu as besoin de plus de monde à un moment donné, moins de monde à un moment donné, tu as un chantier, donc tout ce qui est perturbant du côté gestion de la ressource humaine. Tu as des pics d'activité, tu as des impondérables, je suis malade, mon fils est malade, ça faut gérer dans la minute. Et ça c'est tout ce qu'on permet de faire aujourd'hui via Skello. Ok, donc et sur des clients, là, tes ICP, c'est plutôt de la grosse boîte du coup ou c'est extrêmement large? Extrêmement large. Initialement, c'était très SMB, donc Small Medium Business. On a commencé sur des restos traditionnels, ensuite des franchisés, et petit à petit, on se développe sur des filiales, sur des chaînes, sur des grands groupes. Tu vois, on a Chris, on a Starbucks, on a le groupe Accor, on a Au Bureau, enfin on en a plein. L'ICP, là en ce moment, ce qu'on aime bien, c'est je me lance, j'ai 5, 10 points de vente, et en fait, je grandis avec Skello. Et dès qu'un de nos clients ouvre un nouveau point de vente, il nous appelle, on installe Skello, on déploie pour les équipes et en fait on les accompagne tout au long de leur développement et c'est vraiment ça l'ICP principal. En Espagne, on est plus jeune, on a 2 ans en Espagne, 1 an et demi, 2 ans. On réplique la même stratégie, donc initialement on allait chercher des restaurateurs qu'on connaît très bien depuis 8 ans, des hôteliers et là on vient d'élargir sur globalement le service, le retail, l'industrie parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin et en fait les niveaux de digitalisation sont vraiment en train de s'accentuer. Enfin on le sait depuis le Covid, toutes les entreprises, toutes les organisations qui ont compris l'intérêt, l'impact des outils comme les nôtres, gagnent du temps, sont mieux staffés, arrivent à mieux prévoir le futur, à mieux vraiment prévoir ce qui va arriver. Donc c'est ce type d'entreprise qu'on cible spécifiquement. Les très très gros, CAC 40, SBF 120, pas forcément, parce que finalement c'est des besoins très spécifiques, des gros besoins d'intégration très forts. Donc là on pense qu'il y a quand même un très gros marché sur le SMB et ce qu'on appelle le mid-market. Ouais, le mid-market jusqu'aux ETI, mais pas forcément le CAC 40 où c'est le déploiement doit être bien plus gros et c'est plutôt là que c'est plutôt le domaine des grosses ESN et Capgemini qui facturent des setup fees, parce que j'imagine que vous avez peut-être des petits setup fees, mais on comprend le truc, c'est qu'avant de déployer la tech, il y a parfois jusqu'à 2-3 ans de... hyper long.
de réunions inutiles. Enfin, Non, mais de cadrage, ouais. tu vois, entre le moment où tu as eu l'appel d'offres, tu as répondu, les équipes ont changé, le DSI est plus le même, le besoin est plus le même, donc c'est plus compliqué. Après, il y a des super boîtes qui arrivent à adresser ce secteur, Bien sûr. ce marché-là, mais nous, on se focus vraiment sur des trucs plus mid actionnables, plus et rapidement. SMB, exactement. Et ouais, vas-y, tu as une question. Bah non, j'allais un peu plonger dans du coup il a parlé au tout début de l'arrivée de l'IA et vu qu'on parle un peu de Skello, ça m'intrigue aussi de comprendre comment vous l'avez vécu en interne, les Ça premiers va être use ma cases. question. Ma question, ça va être, on est en novembre 2022, enfin, entre novembre 2022 Ouais. et aujourd'hui, ouais, c'était quoi le trajet de merde, qu'est-ce que c'est que ce machin à comment on l'utilise aujourd'hui? C'était la C'est question. exactement. Première fois que j'ai vu la vidéo, l'annonce de ChatGPT, là tu te dis ah là il se passe un truc. Un peu le même type de claque technologique que j'avais eu quand j'ai vu l'iPhone 2007. Tu vois, c'est un peu le même effet. Tu te dis ok là on crée une vraie innovation de rupture. Tu sais que les organisations vont potentiellement être assez drastiquement bouleversées. Tu sais que le monde du travail au sens large va être assez bouleversé. Et ensuite, tu testes. La force de OpenAI et de ChatGPT, c'est les premiers qui vraiment ont réussi à mettre sur le grand public, enfin, dans les mains du grand public, un produit utilisable. Moi, je l'ai montré à mes parents à Noël qui suivait. Tu vois, donc ce truc-là, c'est comme ça que c'est rentré. Et dès le lundi, en kick-off, équipe growth, on passe, on regarde. Et là, vraiment, tu vois dans le regard de chacun, ah oui, ok, ça va changer. Donc au début, il y a eu cette phase de ça a l'air dingue. Ensuite, il y a eu, je pense que vous avez vécu la même chose, 3-6 mois de, tu vois, on va un peu, on teste, mais finalement, est-ce que c'est pas overpromise et on va pas réussir à l'implémenter? Donc honnêtement, il y a eu un effet waouh, et après, c'est tout de suite, c'est assez vite redescendu en se disant, ok, on va essayer de l'utiliser, mais finalement, on s'est dit que le cas principal sur le SEO, on va produire des contenus. Au début, franchement, c'était quand même assez limité. En fait, là où tu as eu vraiment la différence, c'est ChatGPT 4 qui est sorti et quand tu as pu le nourrir. Là, vraiment, on a senti une grosse rupture et de se dire, ah, enfin, on va pouvoir lui dire, le tone of voice de Skello, c'est ça. Tu peux utiliser des emojis ou pas. Tu es en social media, tu tutoies, tu vous vois. Donc vraiment, tu arrives déjà, mais de toute façon, c'est le cœur de ChatGPT et de la Gen AI, c'est comment tu vas vraiment le restreindre, lui donner des contraintes fortes et in fine lui dire, moi, je veux un article de 2000 mots, tu t'appuies sur les 20 derniers articles qu'on a rédigés. Et tu y vas. Et là, tu commences à rentrer donc vraiment. Donc c'est assez récent en fait, parce que ChatGPT 4, c'est un an et demi. Mais globalement, en 2022, fin 2022, début 2023, tu vois, nous on fonctionne en trimestre, donc en gros Q1 2023, on était encore en train de se dire, on sent que ça va être ouf, mais concrètement, ça va pas changer la phase de l'équipe. Et mi-2023, là, on a commencé à se dire, ok, là, il y a des use cases hyper intéressants, et c'est à ce moment-là où se sont montés les Dust, les Mistral et toutes les boîtes aujourd'hui qui sont en train de décoller. Dust, d'ailleurs, on les a testés. Donc Dust, je sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est une surcouche justement à ChatGPT, ça te rajoute une barre de recherche qui est connectée à toute ta base, à toutes tes bases de données, à ton Notion, à ton Google Drive, à ton Slack. Donc sur le papier, c'est dingue. La promesse, elle est dingue. C'est des anciens d'Alan qui l'ont fait. Donc chez Alan, tout est documenté depuis le jour 1. Ils font des GitHub Discussions pour... ça n'existe pas, tu vois. Ils le font sur GitHub Discussions. Donc ça fonctionne à fond chez Alan. Dans une boîte très sales, comme Skello, où tu as quand même, évidemment on a un CRM, évidemment on documente plein de choses, mais tu as moins cette formalisation de je dois normer mon écrit, je dois avoir tout bien rangé au bon endroit. Ça a été un peu déceptif. Donc en fait, on n'a pas pu prouver le ROI et je pense que là-dessus, le ROI de tous ces outils-là, mis bout à bout, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Tous les débats, c'est ça. Tu vois, tu veux implémenter un outil de transcript, de synthèse, qui te fait tes next steps, etc. Tu as 50 000 outils sur la place, on en a testé 15 ou 20, tu vois, on a dû faire 5 POC vraiment très poussés. In fine, tu te dis, entre 20 et 60 euros par mois par utilisateur, ça va vite. À la fin de l'année, tu as ton CFO qui te dit, mec, c'est l'année de la rentabilité quand même. Hein. Alors, tu vois, moi si je peux orienter le sujet de l'IA, c'est que j'observe une dichotomie entre l'interne et l'externe. Dans le sens où, l'exemple, il y a deux exemples. Externe, c'est la production de contenu. Et franchement, oui mais non. Oui mais non. Je pense que tout le monde a tout à fait compris ce que je viens de dire. Oui mais non. Et la partie interne, c'est typiquement l'use case tous ces outils qui donnent notre transcript, summary. Moi, j'en ai utilisé un pendant le mois d'année. J'ai ma gueule en vidéo partout dans mon disque dur. Je n'en fais rien. Alors,
quand je dis interne-externe, c'est que je pense que, et c'est pour ça que tu viens de dire en dehors du contenu, enfin, où est-ce qu'il y a de la valeur, c'est que tu imagines qu'en interne, tu peux réinventer des process, les automatiser, tout ça, mais si tu prends l'exemple du meeting, c'est pas si évident. Et en externe, en dehors de la production massive de contenu, fut-elle mieux promptée, de fait qu'Opus Clip te fait des shorts, tu vois, c'est quoi les next steps des deux côtés? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est... et peut-être que, justement, à l'exemple de Skello, tu vas me montrer que non, mais qu'on a un peu des joujoux qui te vendent la promesse d'être plus efficace en interne ou d'être plus pertinent en externe. Mais clarité, c'est qu'on attend tous un peu what's next, ou est-ce qu'il n'y a pas de what's next et c'est à toi de mettre les mains dans le cambouis et à créer des liens entre ces outils? Sur l'interne, on s'est vraiment posé exactement cette question-là en début d'année. On s'est dit 2024, là, il faut vraiment accélérer. Et accélérer, ça veut dire faire gagner du temps et donc réduire. Donc on a un OKR de boîte, on doit réduire d'ici la fin de l'année 50% des tâches chronophages qui n'ont pas de valeur ajoutée. On a balancé un Typeform à toute la boîte, donc on est 280. Ouais. On a eu un taux de réponse énorme. Tu as une personne sur deux, globalement, chez Skello qui a répondu. Les équipes qui ont le plus répondu, ce n'est pas les équipes qui répondent traditionnellement à ce genre de Typeform. Okay. Les équipes revenus, les équipes CSM, les équipes Care et les équipes RH. Tu vois. Là, on se dit, oh, ok, il y a quelque chose. Tu lis tout ça, tu lis le verbatim, je perds 1 heure. Quand je passe 1 heure en call, je mets plus de temps derrière, donc je fais plus d'1 heure à faire le compte-rendu, loguer dans Salesforce l'activité, remplir tout ce qui s'est passé, écrire les next steps et envoyer un mail récap à mon client. Tu lis ça, tu te dis, attends, on a des dizaines d'équipes CX, des dizaines d'équipes revenus, je pense que là, il y a quelque chose. Donc, en fait, on est allé plus loin que de déployer un outil qui permet de faire synthèse et transcript. Ça, globalement, il y a plein d'outils qui le font. Là, la next step, c'est on pense vraiment que ça va apporter de la valeur à énormément de métiers chez Skello. C'est l'autofill. Comment tu remplis les bons champs de ton CRM? Combien il y a d'employés dans votre point de vente? Bam. C'est quoi la next step de décision? C'est qui le champion chez vous? Et ça, aujourd'hui, la techno, on est à l'aube de pouvoir le faire. Dans 2 mois, dans 1 mois et demi, on va pouvoir le faire. Pardon, mais ça veut dire que tu as un outil transcript et derrière, tu dois avoir une machine qui va filer ton CRM et ce connecteur, c'est toi qui dois le produire. Aujourd'hui, tu peux le produire, mais tu as des tools qui font tout. D'accord. Tu as des Prez, tu vas avoir des Mojo, tu as des outils comme ça qui bossent vraiment là-dessus. Je sens que ça converge. Ton transcript et il va plugger ton Salesforce. C'est incroyable. L'exemple de combien on peut dans ton point de vente, si le mec l'a dit pendant un call. Exactement. Exactement. Donc tout ce qu'ils appellent l'admin, je passe 1 heure chaque soir à faire l'admin de mon CRM. Tu réduis par 2, par 3 le temps passé. Ça marche pour des métiers commerciaux, ça va fonctionner pour des métiers de recrutement. Je te parlais tout à l'heure des RH. Là, on a fait plein de shadows avec ces équipes-là. Mais pareil, en fait, ton CRM, c'est pas Salesforce, c'est Lever, c'est un ATS. Tu suis tes candidatures, tu suis l'avancement de ton pipe de candidats. Mais c'est la même logique, tu dois remplir des champs dans un CRM. Demain, tu as l'autocomplete de Lever, mais ça leur fait gagner 3, 4, 5 heures par semaine. Sur une année, c'est en termes de ROI, là on calcule comme ça. Là je te prends un autre exemple, tous les matins dans une de nos équipes, tu as un petit rituel qui est de dire on fait la somme de ce qui s'est passé hier, on sort des verbatims qu'on a eu et on le partage sur Slack. La personne elle met entre 5 et 7 minutes par jour. Tu vas te dire bon c'est pas grand chose, sur un an c'est 20 ans. C'est 20 heures. Ah le facteur 20. Le facteur je note, qu'est-ce qui vous fait... En fait tu as une super question qui est qu'est-ce qui vous fait perdre votre temps? Mais c'est ça, et en fait tu laisses un champ libre. C'est excellent. Et tu vois, et tu te dis ok, donc en fait les métiers qui ont déjà ces outils-là, a priori, ils l'adressent depuis 1 an, 1 an et demi, et encore, tu vois, souvent le truc des cordonniers mal chaussés. Là, on se dit non, mais nous, équipe growth, on est hyper robuste, on a des make.com, on a des Zapier, on a des workflows dans tous les sens. Quand tu as une personne qui part en vacances, tu te dis attends, mais c'est bizarre, mes spends Facebook Ads, ils remontent pas là sur mon looker, mon outil d'analyse. Ah non, mais c'est qu'en fait, tous les jours, je fais un copier-coller. Tu es là, ah ouais. Et en fait, plus tu creuses dans tous les métiers, dans tous les niveaux de seniorité, tu as de l'optimisation que tu peux résoudre aujourd'hui par ces outils qui n'étaient pas dispo il y a 2 voire 5 ans si on parle plus des outils de no-code. En fait, il faut aussi faire gaffe avec l'IA, tu vois, à tout prix, qui est devenu un peu un buzzword. Et finalement, les équipes, quand tu arrives et tu pitches lancement d'année, on va implémenter de l'IA chez Skello. Ouais, ok. Mais en fait, c'est plus innovation, no-code, IA. Tu vois, c'est la somme de ces 3 sujets qui font avancer vraiment les lignes. Et tu peux connecter des outils les uns entre les autres. Tu peux faire transiter de l'info d'un point A à un point B. C'est là, en fait, où tu peux délivrer de la valeur. Et allons un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que vous êtes basé en interne des retours, des pains des gens, et donc vous avez remonté ça, vous avez structuré une approche pour commencer à y répondre.
Depuis tout à l'heure, tu parles de beaucoup de mécanique et j'ai l'impression que c'est pas mal de sujets de no-code, de prompt engineering aussi, tu m'en diras un peu plus. Comment s'organise tout ça? Est-ce que c'est un mec qui pilote tout? Est-ce que c'est des ambassadeurs, un peu dans un épisode précédent avec Alan, elle m'a parlé du concept ambassadeur. Est-ce que c'est en fait un Chief AI Officer miraculeux qui apparaît? Ou est-ce qu'en fait tous les gens qui veulent solver leur pain, vous les incitez, vous faites du transfert de knowledge en interne pour avancer? Ça m'intéresse de comprendre la mécanique qui fait émerger ces genres de solutions dont tu me parles. Ouais, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a un Chief AI Officer? C'est vrai que je déteste ce terme. Mais non, mais tout ça doit converger vers quelqu'un où chaque équipe, partage des best practices, mais enfin à sa stack à elle. On s'est posé la même question que vous il y a 6 mois, donc en fin d'année dernière, en décembre, on s'est dit bon, comment on lance concrètement 2024 et comment on s'assure que ce projet va vraiment infuser dans les équipes. Donc il n'y a pas de Chief AI Officer. On s'est dit justement on va repartir des usages et de l'adoption. Donc comme je vous l'ai dit, mon équipe a été quand même assez pionnière dans l'adoption de ces outils-là et de cet état d'esprit-là. Donc assez naturellement, je me suis proposé comme donc exec sponsor, donc membre du CODIR qui porte ce sujet-là cette année. Moi ça fait partie de mes objectifs d'année et c'est aujourd'hui l'objectif de Scaelo aussi, de se dire on va réussir à faire rentrer ça dans tous les métiers. Ensuite, faut pas se leurrer, on peut pas adresser 8 problématiques, 8 sujets différents dans les équipes. Donc on a séquencé, on s'est dit qu'on allait avoir 4 quarters. Q1, on va se focus vraiment sur récolter de façon très précise les besoins et dès le 2e mois du trimestre, on va vraiment tester des outils. Donc c'est ce qu'on a fait globalement, les fameux 15 tests de transcript et de synthèse, c'est en Q1 qu'on les a testés. La Q2, on s'est dit qu'il faut vraiment accélérer parce que globalement, on a passé 3 mois à faire de la R&D au sens large. On peut pas dire à nos équipes, attendez, ça va sortir en septembre. Donc la Q2, on a resserré les équipes. Donc en fait, on a des petites équipes, on a 3 streams. Le premier, c'est IA pour la transcription et la synthèse. Tu en as un deuxième qui est le service client. Toutes les boîtes aussi sont Intercom. Vous avez vu la nouvelle homepage d'Intercom, le rebranding, repositionnement, c'est AI first, AI as a service. Bon, c'est un MVP. Quand tu le testes, en fait, le produit n'est pas du tout abouti. Tu lances leur IA qui s'appelle Fin. Donc il y a 2 produits IA chez Intercom. Tu as Fin et tu as AI Copilot. Donc AI Copilot, on est en waiting list depuis 2 mois. Pour l'instant, en France, je connais personne qui l'a. Si vous l'avez, vous me dites, mais je n'ai pas trouvé de boîte qui l'a utilisé. AI Fin, donc tu branches l'IA sur tes conversations. Ça peut être hyper dangereux. Hein. Souvenez-vous l'épisode, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une compagnie aérienne. Le bot est parti en live. Bien sûr qu'on va vous rembourser 4 000 € pour chaque bagage perdu. Donc imagine le stress derrière. Donc là, on se dit, ok, on va le tester sur une toute petite frange de la population qui nous contacte. Donc on a fait des tests sur 100 discussions, puis 500, puis 1000. Là, on le lance sur 1500 conversations. Mais globalement, tu regardes la qualité de ce qu'il génère, mais c'est des pavés de texte. Donc on parle beaucoup avec Intercom tous les jours. Ils nous disent qu'évidemment, on n'est pas les seuls à avoir ce sujet, donc ils bossent dessus. Mais globalement, tu sens que le produit il va être mature entre cet été et la fin d'année. Et en fait, tu payes 99 centimes la résolution de la question. Hein. Donc pareil, on revient toujours à la question du coût. Il y a un sujet très important sur le coût, c'est qu'en fait, même si le coût marginal tend vers 0, les tokens, c'est pas neutre quand tu dois gérer beaucoup de volume. Parce qu'on parle, tu sais, ce qui est marrant, l'être humain a besoin on me dit qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'une réponse toute faite. Et je crois qu'on a tous eu la tentation de dire putain, c'est gratuit, ça fait tout en place, machin. Et en fait, at scale, les tokens, 99 ça coûte de l'argent. 15 000 conversations, ça fait quelques. Et pendant ce temps-là, ce qui est dit à Elliot, c'est que vous payez le FOMO et indirectement, c'est ce que fait Intercom. Ils sont obligés de dire on a sorti un truc, sinon ils ont peur que quelqu'un prenne le dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et le troisième, tu avais un troisième? Et le troisième, c'est justement, on a commencé à le faire avec l'exemple que je te donnais sur le reporting. Tu as plein d'équipes qui reportent à plein de niveaux différents, sur un niveau de reporting différent. Le temps passé à synthétiser, j'ai des données dans Looker, j'ai des données dans un Data Studio, enfin dans un Looker Studio, j'ai des données dans le CRM, j'ai des données sur Notion. Ça aussi, en 2024, quand même, quand tu te dis la personne doit faire plus de 2 copier-coller sur une tâche, c'est que potentiellement tu peux l'automatiser. Très, très intéressant du coup, pour revenir un petit peu à la mise en place de tout ça. Toi, tu es exec sponsor. Donc, première fois que j'entends ce terme, mais c'est super. C'est séquencé en mode quarter. Cette priorisation, elle est fait, comment vous la faites? Surtout que je me pose une question assez naturelle, que je me suis posée même moi pour ma boîte, c'est que
à chaque fois que j'ai voulu benchmarker, créer une solution durable, je me suis rendu compte qu'il y a un autre challenge qui est, attends, mais si GPT-5 sort, ça peut impacter. Peut-être que je vais faire plein de choses pour rien. Et je me dis, aujourd'hui, comment une organisation peut gérer ce côté d'évolution de l'IA, parce que j'ai l'impression qu'on construit sur des sables mouvants, mais en même temps, on a besoin de piliers solides. Ouais. Non, mais je vois très bien le point et très souvent on a ces débats de dire est-ce qu'on fait du homemade et du coup on construit nous en s'appuyant sur des API externes, est-ce qu'on prend forcément un tool? Le plus simple quand même quand tu veux tester des choses, c'est quand même de t'adosser à un outil existant, c'est une boîte en elle-même, tu as les experts qui ont bossé sur ce produit-là, donc à moins de se dire on va révolutionner le service client et on va nous-mêmes faire notre intercom, je ne recommanderais pas de le faire, surtout dans les phases de POC. Et comme tu dis, le monde bouge très vite. Là, ChatGPT 4o, qui est sorti il y a 10 jours, n'existait pas il y a 2 mois. Et quand tu pensais faire vraiment sur ton mobile de la voix, etc., c'était pas possible, quoi. Ouais. Donc, tu as raison là-dessus. Il faut vraiment être hyper vigilant sur est-ce qu'on va investir du temps de développement. Mais tu vois, la question, on se l'est posée. On s'est dit, dans ces 3 streams, on va mettre 1-2 développeurs. Mais à chaque fois, on s'est dit, non, mais ça sert à rien. On va pas le développer nous-mêmes. Donc, les devs nous aident à bien, tu vois, s'assurer que l'outil va s'adapter avec notre stack et qu'il n'y aura pas des blocages ou des trucs qu'on n'aurait pas repérés là-dedans. Mais sinon, à aucun moment on s'est dit on va développer nous-mêmes la solution, c'est pas possible. Okay. Mais si tu veux que je te fasse un parallèle, dans le produit Scalo, comme toutes les boîtes aussi qui font un SaaS et qui délivrent une application, une solution à leurs clients, évidemment qu'on se dit on va utiliser l'IA pour maximiser, optimiser l'expérience de nos clients sur l'appli. Un truc dont on rêvait depuis des mois, on avait fait un hackathon il y a 2 ans, toutes les équipes avaient proposé, tu peux scanner ton planning papier, ça va le lire et ça va le créer dans Scalo. L'OCR sur Boosté, quoi. Ouais, et il y a 2 ans on était là, putain, mais ça sera trop bien, mais les devs, tu vois, ils se cassaient la tête dessus et tout. T'as ChatGPT qui est arrivé, là ça y est, c'est live, on le fait. T'arrives sur Scalo, bienvenue. Comment tu faisais tes plannings avant, à la main, sur Excel ou sur un autre outil, tu l'ingères, ça prend moins d'1 minute. Voilà tes shifts, on récupère même le nom on crée les employés. Tu te dis putain, c'est quand même ouf, tu vois. Et tu vois, là c'est mon deuxième point. C'est pour ça que je pense que cette dichotomie elle est intéressante, c'est que tu viens de décrire tes 3 chantiers sur l'interne et sur l'externe. Comment ça redéfinit le produit que tu donnes à tes utilisateurs. Incroyable. Par ça, quoi. C'est incroyable. D'autant plus que nous, nos clients, s'en foutent de l'IA. Tu vas dire à un restaurateur, j'ai mis de l'IA dans Scalo, il va te dire, ok, c'est bien, mais et donc, tu vois, donc faut arriver vraiment avec une proposition de valeur hyper concrète. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on n'a pas du tout pris le pli de se dire Scalo AI, etc. Parce que pour le coup, d'une, je pense que ça peut être déceptif si vraiment l'expérience, en fait, elle est que à un niveau de la chaîne et tous les clients n'en bénéficieront pas. De 2, l'IA pour l'IA, mais c'est comme la tech pour la tech, tu vois. Ça fait peut-être kiffer certaines personnes, mais c'est pas une fin en soi. Donc je pense que nos clients ont vraiment besoin de se dire ah oui, grâce à l'IA, au lieu de prendre une tâche qui me faisait prendre 30 minutes avant, tu me l'as fait en 2 minutes. Là, c'est très concret. Donc tant qu'on n'est pas sur du use case très précis, à mon sens, ça vaut pas la peine de communiquer. Là, cette année, deuxième partie de l'année, on aura des cas précis à communiquer sur ça et en filigrane, on pourra évidemment dire on le fait avec l'IA, on le fait avec tel modèle, mais c'est pas pour moi, c'est pas le sujet initial. En revanche, ça peut nous permettre d'aller capter une cible qu'on capte pas aujourd'hui, un peu plus tech savvy, un peu plus, tu vois, d'arriver par ça, de se dire ah putain, je pensais pas qu'un outil RH pouvait aller aussi loin. Donc ça, c'est tous les enjeux qu'on a en ce moment, de se dire à quel niveau en fait dans les go-to-market qu'on va adresser, on a envie de mettre le curseur de l'IA. Mais à mon sens, faut pas non plus y aller trop vite et trop tôt, parce qu'on l'a vu, il y a plein de boîtes qui ont lancé la feature IA et en fait tu la lances, elle fonctionne pas, ou alors t'as 10 crédits parce que ça coûte hyper cher derrière. Donc tu as aussi cette logique-là de la tester à petite échelle et de la tester sur de la valeur réelle vis-à-vis de ta cible. Et donc l'espèce de FOMO ce que tu disais sur ça nous permet de voir des gens tech-savvy, est-ce qu'il n'y a pas un risque de d'éparpillement? Parce que tu dis, mon produit, je peux grâce à l'IA, hypothétiquement, je vais pouvoir le modifier et à taper une autre cible. Et du coup, tu te défocuses parce que tu n'as pas ce risque. Je ne parle pas forcément pour Scalo, mais en règle générale, dire c'est tellement magique que aujourd'hui, je bosse sur les restaurateurs, mais demain, je pourrais faire tout, même pas des retailers, mais des boîtes de services, parce qu'en fait, on ajustant un peu. À mon avis, c'est dangereux. Et ça revient un peu à ton point de tout à l'heure, de dire mais demain, tu as ChatGPT 5 qui sort ça, ou tu as Google qui sort ça, ou tu as AWS qui sort exactement ça. Bon, est-ce que c'est pas plus de défocus
qu'autre chose. Ouais. Tu vois, on a tendance, enfin en tout cas chez nous, chez Skello, à se dire, on se focalise sur le core business, sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on vraiment, où on sait que la valeur, elle est vraiment là. Quelqu'un qui a Skello, c'est 30 heures par mois. Tu vois, un manager gagne 30 heures par mois, par établissement. C'est énorme. Ça, on le sait, on le maîtrise. C'est le Skello actuel. Demain, tu rajoutes une demi-heure, 1 heure gagnée grâce à l'IA. C'est ça qui va changer. Ça va plus être 30 heures, ça va être 32 heures. Et d'ailleurs, tu le déclines en euros, tu le déclines en masse salariale, tu le déclines en ROI. C'est, pour moi, si tu as cette approche-là, c'est quand même beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus lean comme approche. Après, si tu as une opportunité, évidemment qu'il faut y aller. Tu as des dizaines, des centaines de boîtes IA qui se montent et elles ont raison de le faire, tu vois, évidemment. Ouais, même si on néglige le coût effectif de la production du rendu de l'IA, mais non, c'est hyper intéressant parce que j'entends par là qu'en fait, vous étiez assez IA compatible si tu résumes la mission de Skello, qui est faire gagner du temps aux restaurateurs. L'IA, en fait, elle nous fait gagner du temps à nous, marketeurs, pour qu'on puisse vraiment plus rien faire. Ça, mais tu vois, nos clients vont pas se faire remplacer par l'IA, ou en tout cas vont moins se faire remplacer par l'IA que nous. À moins d'avoir, comme on l'a vu, tu vois, les écrans, et en fait, tu as une opératrice qui est aux Philippines et qui t'accueille à New York, t'as ça. T'as des petits endroits, des petits spots où en fait, c'est une opératrice aux Philippines qui te dit bonjour, Guillaume, bienvenue dans notre restaurant, qu'est-ce que vous voulez comme menu? Ok, t'as pas de latence, elle est en visio et t'as ton truc qui arrive sur un rack, tu vois. Mais est-ce que c'est ça l'expérience en restauration? Est-ce que c'est ça que tu vas chercher quand tu vas au resto avec tes potes ou avec tes proches? Je suis pas sûr. Donc, à mon avis, on est, nous, sur une cible très spécifique qui est beaucoup moins menacée, avec de grosses guillemets, par l'IA que nous, sur des métiers de service. Enfin, tu vois, moi, vraiment, les premiers métiers où je me suis dit, wow, ça va être chaud, ça va être pour les content rédacteurs, social media manager. Enfin, tu vois, tous ces gens-là qui bossaient de se dire, attends, je vais élaborer une stratégie en m'appuyant sur des données, en m'appuyant sur de la production de contenu à un moment T, etc. L'IA le fera par définition mieux qu'un humain. Après, là où on voit vraiment les limites actuelles, et je ne sais pas où est-ce qu'on en sera dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, mais les limites actuelles font que tu arrives à voir si le texte ou l'image, elle a été pondue par l'IA ou pas. Tu vois. Après, peut-être que ce ne sont que les débuts et dans 5 ans, on ne pourra plus le dire. Mais aujourd'hui, tu sens toujours. Mais alors, du coup, ça m'a mis une question assez logique. C'est est-ce que depuis, alors on va dire, ChatGPT 4, 1 an et demi, toi, ton quotidien de CMO, de VP Marketing et d'exec sponsor, d'ambassadeur du codir en français. D'ambassadeur du codir. Est-ce qu'il a changé day to day? Alors j'ai un onglet ChatGPT ouvert H24, mais moi il n'y a plus un mail qui part, il n'y a plus une com de boîte qui part sans avoir fait du ping-pong avec ChatGPT. Moi en fait aujourd'hui, ChatGPT c'est un peu mon coach de tu dois poster n'importe quelle com en interne sur relayer telle campagne ou telle action, tu lui fais du ping-pong sur 1, 2, 3, ok c'est bon. Mais je te dis pas que tu mets 1 heure sur un message, mais justement d'avoir ce réflexe de se dire je vais pousser un contenu en externe. Moi vraiment je le vois comme un sparring partner en mode vas-y mais est-ce que tu as pensé à parler de ça? Est-ce que tu as mis telle tournure? Est-ce qu'il y a bien ton call to action à la fin? Et en fait tu as cette routine que j'essaye d'insuffler aussi dans mes équipes, de dire cas le plus récent c'est on a du mal à forecaster exactement avec les ponts du mois de mai combien de MQL on va générer. Tu vois, ça c'est toujours la question de notre directeur commercial, c'est attends, est-ce qu'on va générer tant ou tant? Bon, on va utiliser ChatGPT pour le faire. Tu lui balances ton reporting, donc toutes tes données de toutes tes régies. Tu le nourris avec de la donnée exclusive. Moi, c'est vraiment tout c'est là où tu vois vraiment la différence. Tu as de la data propriétaire ou de la donnée exclusive. Tu lui dis voilà nos 6 derniers mois, ou même tu recules, voilà nos 24 derniers mois. Les jours fériés, les dimanches, en moyenne, on génère ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on va générer là sur les 3 prochaines semaines? À 5% près, on y était. Quand on fait nos forecasts pour Av, on est à 10-20% d'écart, tu vois. Et ça, c'est concret, ça, c'est tangible. Et donc, tu crées le réflexe. Tu vois, chaque one-one avec mes équipes, c'est tu t'es servi de ChatGPT cette semaine? Ah, non? Bizarre. Il y a une promotion interne de utilise. Il faut. Et pour les personnes qui sont pas à l'aise, qui n'ont pas utilisé, alors je pense pas qu'il y ait des gens chez nous qui aient peur, mais en tout cas de se dire c'est pas naturel non plus, tu vois. Là, on lance des formats des formations. Je vais prendre 1h30 dans 2 semaines et je reprends 1h30. Donc niveau initiation, je me suis jamais connecté sur un outil d'IA. Niveau avancé, je prompte et je m'en sers dans mon quotidien. Comment je crée mon propre GPTs?
Ça vraiment, il y a deux. Enfin, moi, j'ai vraiment vu dans l'adoption, c'est je commence à m'en servir. Ok, je vois le potentiel et au bout de 10 jours, un mois, je commence vraiment à l'utiliser. Ça, c'est quand ça fonctionne bien. Sinon, la personne, elle te dit ok, c'est de la daube. J'ai parlé 3 fois, ça n'a pas marché, je l'ai totalement supprimé de mon quotidien. Donc là, je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire de notre part. Et après, tu as le troisième type de personnes qui vont beaucoup plus loin. Donc ça, c'est des personnes justement qui se disent je vois l'intérêt de ces outils-là et qui créent eux-mêmes leur propre bot. Et ça change la donne. Tu le nourris, donc on revient au point de tout à l'heure de tu le nourris avec ce que tu veux, avec une FAQ, avec de la donnée, avec un historique. Et c'est là où tu en tires le plus. Et juste pour rebondir sur ça, ce qu'on constate tous, c'est que ceux qui se démarquent en usage quotidien de l'IA, moi premier, c'est que une fois que tu as investi énormément de temps sur ton prompt engineering, bien sûr. C'est là où tu as vraiment un ROI. Et j'ai remarqué plein de gens, que ce soit même dans des boîtes et autres, qui vont aller juste ces premiers ping-pong, comme tu dis, qui vont s'arrêter et pas aller au-delà. Et donc ma question, elle est simple, c'est que tu as des gens dans la boîte qui vont être très bons là-dedans, d'autres beaucoup moins bien. Comment vous faites? Est-ce que vous faites des fichiers de partage de prompt engineering, ou bien c'est ce que tu as dit, c'est le côté de fichiers prompt, système prompt tout court, ou bien c'est des formations, ou bien c'est juste vas-y tu peux, je te montre. C'est un peu tout. En gros, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est les trainings. Donc, petit groupe, 10 personnes, tout métier confondu, on fait des cas pratiques. Ensuite, il faut vraiment se dire par métier, je pense que tu as des équipes qui n'ont pas vocation à avoir une nouvelle interface, à avoir la barre ChatGPT. Là, ce vers quoi on tend et vraiment ce qu'on va viser, c'est de se dire sur des métiers qui ont déjà pas mal d'outils. Tu vois, tu prends tes sales chez nous, donc tu as quand même Salesforce qui est le cœur de ton quotidien, de ton CRM, mais tu as un outil de téléphonie qui est parfois pas le même. Donc tu peux avoir Aircall, tu peux avoir Diabolocom, tu peux avoir ton téléphone. Enfin, on va pas les défocus en leur rajoutant une interface. Et là où tu vois vraiment les cas d'adoption les plus forts, c'est nativement. Donc c'est là aussi où Microsoft, on l'utilise pas du tout chez Skello, mais la suite Microsoft avec Copilot, tu vois que l'IA, elle est intégrée nativement. Tu es sur Word 365, tu as ton bot GPT qui est intégré dans l'interface. Et tu n'as pas besoin de faire des copier-coller, des allers-retours, d'uploader ton PDF. Alors depuis hier ou avant-hier ou depuis la semaine dernière, tu peux connecter Google Drive sur ChatGPT, donc c'est quand même un gros plus. Mais tu restes quand même sur une nouvelle interface. Donc demain, tu arrives sur des équipes, en plus souvent jeunes, tu vois, pour qui il y a quand même eu un taf d'adoption déjà sur des outils. En plus, tu vas leur dire ah non, mais à partir de maintenant, il faut que tu utilises ChatGPT, il faut que tu saches prompter. Tu vois, ça rajoute quand même de la complexité. Il y a des métiers pour lesquels ils peuvent le faire. Mais tu as des métiers où tu te dis, 1 minute de changer d'onglet, de retrouver, repartir dans le deal de négo sur lequel tu étais, tu les défocuses plus qu'autre chose. Donc vraiment, le parti pris, c'est au maximum t'intègres ça dans les outils. Et les développeurs t'en parleront mieux que moi. GitHub Copilot, il est intégré dans GitHub. Ils sont en train de coder, ils pushent leur commit et c'est intégré dans l'outil au quotidien. Et en fait, c'est ça où tu as de la vraie valeur. Tu vois, les personnes qui ont très vite compris et qui se sont dit mon quotidien il va être vraiment amélioré, c'est dans ta routine et dans tes outils du quotidien. C'est vraiment comme ça où tu défocuses le moins et tu arrives petit à petit à prouver la valeur. Et pour répondre à ta question, je pense pas que tu puisses forcer les choses. Enfin, il y aura forcément des gens pour qui ils voient pas le truc, et après nous en tant que boîte et en tant qu'orga, on est là pour leur dire c'est possible, tu veux ChatGPT Pro, tu peux te connecter, tu auras ta version Pro qui est déjà setup. Après, si tu fais pas l'effort entre guillemets, si tu prends pas le temps de vraiment apprivoiser l'outil, ça va pas être magique. En revanche, je pense que l'entreprise a un rôle de se dire on t'aide, on te forme, et si tu exprimes le besoin, on va t'aider à être du bon côté de la barrière. Donc, tu veux dire qu'il y a quand même un truc assez individuel d'adoption. Enfin, oui, on aura toujours ce truc de l'adapter à son besoin et changer sa routine. Et à côté de ça, les outils de la boîte et les produits qui sont faits par la boîte, un peu gérés de façon différente. L'un par la formation et par l'adoption perso, et l'autre par l'effort de la boîte de se focuser dessus. Et que cette partie de la formation, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente parce que tu vois, enfin, tu as tout à fait raison de côté, tu as déjà 50 outils. Et pour faire infuser, c'est un terme vraiment intéressant, l'utilisation de ChatGPT, bon, tu as les séances de formation, mais je trouve qu'il y a un moment donné où quelque part. Faut pratiquer, tu vois, faut se mettre devant, et faut se libérer une demi-heure minimum. Si t'as pas le temps, tu te dis attends, j'ai 3 minutes, je vais tester, tu vas pas y arriver. Et encore, nous, tu vois, on a la chance d'être dans des boîtes qui ont cette culture de on teste, on apprend,
on fail, on analyse pourquoi on a fail, mais du coup on itère. Mais tu as des très grosses boîtes, des très grosses organisations qui nous écrivent de plus en plus justement en disant mais comment on fait pour intégrer l'IA dans une boîte qui a 500 ans. Enfin tu vois, t'es Saint-Gobain, j'y suis pas, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que là les débats en ce moment, la cellule innovation et la DSI, ça doit être des débats sympas, tu vois, parce que là tu as plein de boîtes qui coupent aussi, qui restreignent à fond en disant non, tu pourras pas aller sur chat.openai.com, l'adresse elle est coupée. En revanche, on crée notre propre bot qui intègre ChatGPT 3.5 ou ChatGPT 4. Là, tu leur parles, attends, tu peux pas uploader un document. Ah bah non, on n'a pas la fonction d'upload. En fait, vous êtes sur la version d'il y a 1 an et demi. Et c'est là aussi où l'écart se creuse. Mais tu as des montants colossaux qui sont investis en ce moment sur ça. Donc, je pense que là, on est vraiment dans, on va s'outiller, on va aussi délimiter les bornes. C'est sûr, demain, tu mets ton BP là-dedans, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, OpenAI, il en fait quoi derrière? Gemini de Google, vous aviez dû voir aussi, mais quand c'est sorti, tu as eu des grosses failles de sécurité. Le premier week-end, toutes les conversations que tu avais dans Gemini étaient indexées dans Google. Oui, exact. Ça a duré 48 heures, mais t'imagines le niveau de fuite de sécurité que tu peux avoir. Ça va faire apparaître aussi des modèles. Alors, je sais que Meta a sorti récemment un modèle très très léger, apparemment, que tu peux déployer pour avoir quasiment les mêmes rendus, voire même mieux chez toi. Local, j'ai l'impression qu'aussi donc, dans ce cheminement, il y aura, vous dans votre produit vous-même, donc j'ai bien compris, vous n'allez pas aller à fond IA, mais il y a des choses que vous faites. Comment vous faites aujourd'hui? On s'appuie sur AWS beaucoup. Toute l'infra tech, elle est vraiment sur AWS. Non, vraiment toute la partie, tu vois, hébergement, toute la partie, en fait, tout est installé sur AWS. En revanche, la partie IA, on teste tous les modèles. On n'est vraiment pas monomodèle, mais de toute façon, toutes les boîtes qui ont compris l'impact utilisent 1, 2, 3 modèles différents. Vous connaissez Po? Ouais. Non. C'est exactement ce que tu dis. C'est à un moment donné, c'est de se rendre compte que en fait, tu peux pas être. Po, comment tu l'écris? Moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. PO. Et c'est génial et c'est un peu, ça va dans ton sens. Ça agrège tous les LLM. Ouais. C'est le côté ChatGPT discussion, sauf que en fait, tu as le dernier Claude 3 Opus. Tu as le modèle de Mistral et ça va dans ton sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression, au vu de ce que tu dis, c'est qu'on va vers des agrégateurs. Bien sûr. Et même en API, c'est c'est pas que ChatGPT, mon dealer d'intelligence, parce qu'on l'a peut-être tous vécu à un moment donné, il y avait un peu de laziness par moment. Mais moi, j'étais surpris, c'était mon point de bascule pour aller vers Po. Et Po, ça m'a ouvert avant même que ça soit d'ailleurs en Europe, Claude 3 Opus. Et du coup, d'autres avantages du style, tu peux comparer les résultats, tu peux appuyer un bouton et ta même request et les rebasculer sur un autre et tu peux comparer, prendre ce qu'il y a de mieux. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, c'est de ça, pas pour le se coup, bloquer. Dust l'avait fait hyper bien. Tu vois, dans le cadre du POC, à l'échelle de la boîte, on n'a pas prouvé la valeur, mais à l'échelle growth, justement, tu vois, pour des use cases, de se dire, tu as du contenu à écrire, tu as du contenu à analyser, tu avais les différents modèles qui tournaient, et à la fin de ton article, tu prenais le meilleur de l'intro qui était généré par Llama, tu prenais le milieu de ton article qui était hyper bien généré par Claude, et la fin par OpenAI. Et ça, pour le coup, c'est hyper puissant. Et tu as raison, je pense que plus on va avoir des endroits où tu vas pouvoir interroger en cascade les différents modèles et prendre le meilleur j'allais dire des 2 mondes, mais des 3, 4, 5 mondes différents, ça va être hyper puissant. J'y crois beaucoup. Ça me rappelle le waterfall enrichment dans le milieu de l'outbound, mais je pense que ça va finir en waterfall. Tu t'as jamais fait, non? Non, mais c'est assez bluffant. Ouais, en fait, c'est assez logique, mais c'est incroyable. C'est un niveau de maturité où je me dis, c'est vrai que si tu interroges 3 modèles différents et tu fais le meilleur de la synthèse, 4 ou 5, 10, et que derrière c'est surpuissant, la promesse est très belle. Donc en perspective, j'ai envie de poser 2 questions. Je vais commencer par celle de, c'est quoi pour toi les 2 ou 3 use cases, Skello ou ailleurs que tu as vu, qui t'ont le plus bluffé? Parce qu'on parle beaucoup, si c'est ça, c'est que on est beaucoup sur, quand tu masterises, tu apprends à prompter, puis tu utilises, tu as des réflexes, c'est vrai que ça finit par être un peu invisible dans ton quotidien. Quand tu t'arrêtes, tu te dis, waouh, putain, c'est quand même ouf. Mais bon, comme tout truc, tu fais du vélo en fait. Tu as ta fenêtre toujours ouverte, tu promptes, tu as tes bottes, tu as tes machins, puis tu rajoutes un peu structurellement des trucs, mais globalement, assez vite, ça devient
ça devient ton copilote ou ton Mécanique. assistant. Ouais, c'est ta routine, quoi, tu l'as intégré. Mais du coup, ça sort pas. Tu vois, quand on parle de use case, et que tu dis, j'ai vu des boîtes faire ça ou ça ou ça, pas des providers, mais plutôt des utilisateurs. Est-ce que tu as des cas qui démontrent qu'on a une maturité, qui ont fait des trucs de dingue? Mais t'as un use case de dingue que t'as dû voir, c'est une boîte US qui s'appelle Blend, BLAND.ai. Ils ont fait une méga pub dans la rue. Vous embauchez encore des humains. Numéro de téléphone. T'appelles le numéro. En live, t'as une IA qui te parle, mais c'était sorti avant GPT-4o. Donc t'avais pas eu le truc en live sur scène et tout. Ah ouais. T'as le bot qui te répond en mode salut Guillaume, pourquoi tu m'appelles, tu veux recruter quel type de profil? Ah mais moi je suis une IA, tu sais que je bosse hyper bien, va sur blend.ai pour souscrire. T'imagines toute la partie call. Wow. Là on y est. Donc il y a des cas d'usage que tu parlais de la outbound, tu parlais de l'inbound, tu parlais growth, mais il y a des cas d'usage de dingue et ça c'est en train d'arriver en Europe. Hein. T'as des boîtes qui sont en train vraiment de bien le faire en français, en espagnol, donc évidemment qu'on regarde ça. Qu'est-ce qui m'a marqué récemment aussi? Franchement, sur l'image, nous, il y a un cas d'usage que je peux vous partager. Sur l'image, donc il y a eu évidemment DALL-E, il y a eu Midjourney, mais comment ça devient concret et comment tu réduis les cycles de prise de décision en interne? Quand on doit convaincre notre CEO d'un super projet, d'une super campagne publicitaire ou d'un projet de vidéo, historiquement, ça a toujours été mais à quoi ça va ressembler? C'est concrètement, ça va être quoi la pub? Ça va être quoi le visuel? C'était hyper chaud, tu vois. C'est-à-dire que tu devais faire un premier tournage de validation pour projeter les équipes projetées. Là, donc il y a 2 cas récents. L'été dernier, avant qu'on sorte notre film publicitaire de rentrée de janvier, qui est sur YouTube, allez le voir, on a validé le storyboard avec une quinzaine de visuels générés par Midjourney. Et ça, le pouvoir, tu vois, de persuasion et de dire, ok, la pharmacie, elle va ressembler à ça, la lumière, elle va être de telle façon, ça permet de réduire à fond les cycles de décision. Donc ça, vraiment, on a vu des cas concrets chez nous pour, même pas rassurer, mais juste pour convaincre, de dire, voilà à quoi ça va ressembler, ça te fait gagner un temps de dingue. Et aujourd'hui, nos équipes de design, elles passent énormément de temps sur Midjourney pour justement créer des bibliothèques d'avatars. Tu vois, pendant très longtemps, on avait ce truc mais on ressemble pas à nos clients. Donc, on avait beau faire des shootings de nos tronches, déjà, t'allais sur le site, t'avais toujours les mêmes gueules qui revenaient tout le temps. T'es là, mais toi, t'es vraiment restaurateur, là? Donc, ensuite, ensuite, on avait fait des shootings, mais c'est pareil, t'en as 3, 4, 5, ça s'épuise. Là, on a une bibliothèque de 500 visuels pour la France, pour l'Espagne, peut-être pour d'autres géographies plus tard. Enfin, ça, tu vois, c'est des cas concrets. Je te dis pas que ça change la phase de comment on fait du design chez Skello, mais de plus en plus, mis bout à bout, tu gagnes 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et au-delà de gagner du temps, en termes d'inclusion, de représentativité, tu arrives à faire des choses qui mettaient des mois et des mois historiquement. Ouais, ça c'est Non mais je pense que l'un des messages, c'est quand même vraiment le côté des petits gains de temps. Moi j'ai vraiment, quand tu as dit, qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? Je pense que tu as la partie perdre du temps et optimiser des trucs qui existent déjà, puis il y a les next steps, parce que c'est pas tant que tu perdais du temps à faire de la manière dont tout le monde le faisait, des shootings, c'est juste que ça ouvre des perspectives qu'on peut vite s'y noyer, mais c'est des cas hyper concrets. Et alors, la question reste, c'est quoi l'avenir du CMO du coup? Parce que on fait quoi? Qu'est-ce qu'on devient là-dedans? C'est une super question. Mais juste avant de répondre, il y a un 3e cas qui me vient en tête. C'est la barre de recherche qu'on va avoir sur toutes les interfaces dans les 6 à 12 mois qui vont arriver. Okay. Il y a Pigment qui a fait une super vidéo justement d'inscription de dire fais-moi le forecast si tel scénario se produit. En fait, la conviction, et tu vas voir le lien avec la question suivante, ma conviction c'est que là aujourd'hui tu as besoin de bien savoir prompter et en gros de bien savoir interagir avec ces outils-là. Dans quelques mois, quelques années, tu n'auras plus besoin parce que l'IA va être tellement performante et va tellement comprendre ton besoin que ça va être beaucoup plus naturel. On le voit avec 4O, tu vois, il pousse beaucoup plus la voix, il pousse beaucoup plus le mobile, ça va être ça. En fait, aujourd'hui, ChatGPT 4O, c'est ce qu'aurait dû être Siri depuis 10 ans. Tu vois, tu te dis, en fait, ça y est, on a un vrai assistant du quotidien dans ta poche. Et en fait, c'est ça qui est en train de changer. Là, tous les gros outils qu'on utilise, les lookers, donc qui est l'outil de data analyse, vraiment où toutes tes données convergent et c'est là où tu peux visualiser toute ta data. Là, ils nous ont pitché, ça va sortir dans quelques semaines. Pareil, tu vas avoir une barre de recherche. Que se passe-t-il si on augmente de 20% les budgets ads?
Excellent. plus besoin en fait, de maîtriser le SQL, tu n'auras plus besoin de rentrer en détail, je pense. Donc, pour répondre à ta question suivante, le métier de CMO, il va fortement bouger. Enfin, tu le sais mieux que nous, mais depuis 10, 15, 20 ans, il évolue tout le temps, tous les ans. Ouais. Et moi, je pense que le rôle qu'on va avoir, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, soyons du bon côté de la barrière, utilisons la techno à bon escient, partons pas, enfin, je sais pas votre avis sur le métaverse, si on avait fait le même call, la même discussion il y a 2, 3, 4 ans, moi, là, je vous aurais dit, les gars, je comprends pas le métaverse. Je suis lourdé, ça y est, je suis yeux. Moi, vraiment, je me suis dit, c'est fini. Ça y est, t'as raté ce truc. Il y a une grosse différence entre eux. Il y a une énorme différence. Et tu vois, quand l'IA est arrivée, enfin vraiment la Gen AI, je me dis, ok, ça y est, on revient sur des choses concrètes, tangibles, qui vont faire bouger les lignes. Là, le métaverse, tu te dis, donc on va brancher des data centers, on va brancher de l'énergie de ouf pour recréer un monde en 3D virtuel. Je me dis, mais où on va ? Donc là, ça va être une logique de se dire comment on va réussir à faire adopter ça dans nos équipes, dans nos orgas, dans nos entreprises. Donc pour moi, le métier de CMO, il va se transformer en profondeur. On va avoir un gros enjeu côté... Enfin, ça dépend des métiers, enfin, ça dépend des entreprises plutôt. CMO, ça a plein de facettes différentes. Si tu es dans une marque, dans une boîte très B2C, ça va être à fond brand, à fond communication, à fond comment tu connais au maximum tes clients. Quand tu es en B2B, évidemment, ça reste comment tu connais à fond tes clients, mais tu vas avoir ces enjeux de growth qui vont être démultipliés. Le potentiel, il est dingue. Quand tu fais de l'outbound, de l'inbound, des partenariats, aujourd'hui, on peut faire des choses dont on rêvait il y a 3-4 ans. Tu vois. Donc pour moi, c'est ça. C'est la techno va permettre d'accélérer une détection, un potentiel de marché, un potentiel de vente, vraiment sur la partie haut de funnel acquisition. Sur le business, une fois que tu as ton client, c'est comment tu crées l'expérience à plus forte valeur ajoutée. Et ça, l'IA aujourd'hui va permettre de développer des choses dont tu rêvais mais qui n'étaient pas possibles. Et à la fin, c'est comment tu fais du referral, comment tu fais de la rétention. Donc à mon avis, sur les différents niveaux de la chaîne, tu vas avoir des bouleversements en profondeur. Après, je suis pas là pour... je suis pas Monsieur Herma, quoi. Donc incapable de te dire à quoi ça va ressembler le métier dans 5 ans. Tu vois, voilà, c'est que on perçoit le changement, mais ce qui est toujours étonnant dans le changement, c'est que c'est rare qu'il soit aussi soudain, je trouve, parce que oui, on peut dire le CMO de demain, c'est ceci, c'est cela, mais en fait, on l'est déjà un peu aujourd'hui. C'est juste comment est-ce que la structure va bouger pour que l'exemple que tu donnes de Looker est hyper bon. C'est que avant, tu es allé regarder dans tes tableaux, et si maintenant Looker fait là, on commoditise tout ça. C'est là qu'il y a une vraie révolution, et ça se trouve, et le truc de l'IA, c'est que ça peut arriver du jour au lendemain. Demain, t'as le moteur de recherche sur Looker. C'est incroyable. C'est dispo. En fait, c'est comment tu mets la data. Tu vois, tout le monde te dit, je suis data driven à fond. T'es là, ok, montre-moi. Le mec, il a une spreadsheet dégueulasse qui est pas mise à jour. T'es là, en fait, tu vois, demain, je pense qu'on va être beaucoup plus nourri par la data. Et en fait, t'auras beaucoup moins de barrières à l'entrée. De se dire, tu dois maîtriser le SQL, tu dois maîtriser BigQuery. Bon, ça faisait vraiment la différence jusqu'à aujourd'hui. Là, demain, potentiellement, tu vas aussi réduire, tu vas gommer un peu ça. Mais à mon avis, et ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit, mais si tu n'as pas un background et une compréhension solide technique, CMO dans 5 ans, si t'as pas ça, t'es lourdé. Enfin, tu vois, il y a quand même des gros enjeux d'ops, d'opérations, de connectivité, d'API. Enfin, aujourd'hui, tu peux pas être CMO si tu comprends pas ces enjeux-là. Donc, c'est indispensable. À mon avis, le métier, enfin, c'est pas à mon avis, c'est sûr, c'est en train beaucoup plus de devenir un métier technique, tech et data, tu vois. Mais à l'image de beaucoup de métiers qu'on connaît et qu'on côtoie au quotidien, si t'as pas ces deux briques-là, ça va être hyper compliqué. Et ça me fait peut-être un peu penser, alors je bossais pas encore à l'époque, mais peut-être que tu sais, à l'époque où l'iPhone particulièrement est sorti, Internet sur un device tout petit, enfin les équipes, les façons de faire ont dû être vachement révolutionnées, tu vois. Je pense que j'ai plutôt tendance à penser que ça a été un truc de complexification d'un système qui existait déjà, parce qu'en fait, tu prenais le navigateur desktop, tu le mettais dans la poche. Ça a changé notre appréhension du marketing, et parce que ça, je l'ai dit, quasiment à chaque podcast, j'ai l'impression que tu fais pas me poser la question, c'est que quand moi j'ai commencé, il y avait du trafic sur du desktop, un navigateur qui était même parfois Internet Explorer. Donc attention, ça remonte. Ouais, donc tu avais beaucoup moins de complexité à gérer, en fait. Beaucoup moins. Et en fait, tu as juste à changer la manière dont se font les touchpoints et s'analyse, mais je dirais que il y avait une certaine continuité. Quand tu regardes dans le temps, c'est révolutionnaire. Peut-être qu'on dirait la même chose de l'IA, mais quand on dit, mais tu vois, Internet sur ton ordi, maintenant tout le monde a des laptops. Moi j'ai commencé, et tu pouvais aller dans des boîtes,
tu te fiais pas à un laptop. T'avais un ordi fixe. Et tu rentrais chez toi, tu n'avais plus tes mails, tu pouvais te connecter d'un espèce de truc de passerelle foireuse depuis ton ordinateur perso. Donc tu vois une certaine continuité pendant que l'IA va là-dedans, mais non, pour moi, la révolution, mais elle n'a jamais été aussi subite, c'est Google et Google AdWords. Le truc qui a été aussi impactant, c'est quand tout le monde s'est mis sur Google et que toi, tu as pu générer. Enfin, tu vois, je bosse dans un business qui n'existe pas sans Google en SEO, ainsi. Ça n'existe pas. Alors qu'en fait, il a juste fallu, j'étais pas chez Iligo, mais il a juste fallu que tous les business pure player se disent bon, maintenant, il va falloir que je regarde si mon trafic il vient du desktop ou du mobile, c'est pas les mêmes KPI, c'est pas le même truc, il faut que je bide différemment, mais ça a rajouté la complexité. Alors, le truc qui a beaucoup transformé notre industrie, c'est juste AdWords en fait. Je pense que c'est le même niveau de transformation, parce que ça a rendu possible des business qui n'auraient pas existé ou qui auraient mis plus de temps. Enfin, le fait générateur il est vachement plus là. Et le reste, c'est la complexité. Et je pense qu'on va dans... Tu vois, c'est des outils... Enfin, je trouve que c'est un métier qui se complexifie de plus en plus et que l'IA, elle est là pour nous la décomplexifier. Ce qui fait que quelque part, tu es un peu square, tu redeviens, mais là où je suis tout à fait d'accord. Est-ce que ça s'équilibre pas au final? Parce que c'est ça, j'ai l'impression, moi, à chaque fois, c'est un pas vers la technologie, et t'attends un peu, et t'as une technologie qui vient pour resimplifier la complexité qu'a créé d'autres technologies. Alors après, tu crées quand même beaucoup de legacy, parce que le truc qui continue à augmenter, c'est le niveau de data que tu produis, qui augmente, et qui est vraiment exponentiel. Donc même si tu as des outils qui simplifient, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais sur le business manager de Facebook. C'est un enfer absolu. Donc, et il le change tout le temps en plus. Il le change, mais pour un truc encore plus merdique. C'est bizarre. Il n'y a pas la barre de recherche. On va l'avoir bientôt, je pense. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui va bouger. Tu parlais du SEO, du SEA. Le SEO dans 5 ans, t'imagines ça va bouger. C'est une grosse question. Ça fait 20 ans qu'on pose la question, mais pour le coup, tu vois, ça va quand même drastiquement changer. Là, on a des raisons de se dire que... Même le website, tu vois, à terme, est-ce qu'on aura des websites? Enfin, si tout est encapsulé dans l'IA, si ta réponse, elle est instantanément générée par l'IA, retravaillée, elle a pris le meilleur des sources et tout, t'as quand même des questions de fond. Aujourd'hui, on se dit, un business a forcément un website. Alors, tu peux toujours dire, il y a des gars qui n'en ont pas, peut-être tes clients d'ailleurs, mais il y a 30 ans, ils disaient, t'as un website, t'es là, quoi? Et en fait, tu sais, ça nous replace dans un truc beaucoup plus... c'est pour ça que les podcasts sur l'IA, généralement, on part en live, parce qu'en fait, ça nous donne une perspective civilisationnelle. Oui, philosophique. Et effectivement, peut-être qu'il n'y aura plus de website, peut-être qu'il n'y aura plus de SEO, mais typiquement, je sais pas pour vous, mais les recettes de cuisine, Lilian a posté un truc assez marrant l'autre jour. Il dit voilà, j'ai voulu faire des carottes rôties au Porto. Tu vas sur Cuisine AZ, c'est blindé de tubes, et tu vas faire comme ça pour avoir ta recette. Tu la même chose sur ChatGPT, t'as ta recette. Et donc, il y a aussi... les usages qui vont bouger, quoi. Mais les usages, ils ont été pervertis, parce que ces sites qui blindent de pubs pour monétiser, parce qu'en fait, ça monétise moins qu'avant, c'est déjà trop tard pour... Enfin, tu vois, c'est un truc où tu sens bien qu'on change de... Je reviens sur le truc de l'iPhone, c'était une évolution, là, je pense que vraiment, ça va tuer beaucoup de business. Parce qu'ils peuvent plus, parce que demander, même typiquement même pour un comparateur de vol, demander à ChatGPT ou à une IA ou à d'autres passerelles de te booker tes billets d'avion versus avoir 50 fenêtres ouvertes et comparer machin, même si c'est ce qui objectivement me fait vivre aujourd'hui, mais enfin c'est pareil. C'est pour ça que moi je résume souvent en disant l'IA existait, le seul saut quantique, pour peu que cette expression soit autre chose qu'un effet d'annonce, mais enfin je fais du marketing, je fais ce que je veux, c'est que le novembre 2022, ça a juste fait switcher tout le monde sur le fait que c'était acceptable et pourquoi pas désirable de parler à un robot. Et de là, c'est vrai, tu vois, de là en fait, tout paraît assez évident, et c'est le moment, parce que l'IA existait avant, il y avait des gens qui faisaient des trucs sur GPT 3 sans trop le dire pour pas qu'on se rende compte qu'ils avaient rien foutu. Et moi, c'est juste le moment où l'humanité, les 100 millions premiers, disent en fait, c'est évident. Et accentué depuis 10 jours avec la voix, et là tu penses au film Her, là d'il y a 10 ans, enfin ça y est, on y est, là c'est ça, tu vois. On y est, et je pense que le basculement, c'est que là où, quand tu parlais d'intercom, là où quand tu avais le chat d'intercom, tu disais j'ai un problème, je pose une question, c'est la tannée parce que il va vouloir me dire avez-vous lu nos 92 pages d'aide? T'es là, non, je veux une réponse, t'as pas compris. En fait, le saut de ChatGPT, c'est de dire en fait maintenant ça y est, la machine, ça y est, elle est capable, elle
pas toujours bien, mais je pense que c'est dans nos têtes. C'est exactement ce que tu disais sur Siri. Siri, ça nous a chier comme les enceintes connectées parce que il y avait encore de la friction, il y avait encore un truc qui n'était pas encore débloqué. Et au même titre que Steve Jobs a débloqué le côté, il y a un smartphone, pourquoi ça te paraît pas évident? ChatGPT, ça a rendu évident le côté, parler, interagir et bosser avec un robot. Et est-ce qu'à la fin, l'histoire de tout ça, c'est pas juste que l'IA va devenir omnisciente en mode invisible en même temps? Je pense, et c'est ça un peu la finalité, parce que tout ce que vous décrivez, que ce soit tout à l'heure quand tu parles de l'équipe en interne Skello, c'est le côté friction par rapport à l'IA ou même en externe, parce qu'à la fin, l'histoire, c'est juste que elle va marcher dans notre quotidien si on ne la voit pas. C'est aussi simple que ça. Exactement. Et aussi simple je pense que que ça. c'est totalement ça. Peut-être c'est un peu un des enjeux de Skello, soit en interne ou autre, c'est que ça rentre tellement dans votre quotidien ou même dans votre produit qu'on ne la voit même pas, que ça devient naturel. Exactement. Et ça m'amène à une logique, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as un truc que tu as fait de bout en bout, au sein de ton équipe ou même dans le produit ou autre, où tu t'es dit ok là franchement c'est un use case où je suis parti d'un vrai pain et qu'on a déployé en multi-step ou en one-step, à toi de nous dire, où tu es très content, fier aujourd'hui d'exposer ou nous communiquer, et aussi dans le sens où clairement j'imagine ça a aidé en termes de productivité, mais est-ce qu'il y a un use case bout en bout qu'aujourd'hui tu es capable de peut-être nous documenter avec des petites étapes comme takeaway pour des personnes qui se disent ok ouais bon super tout ça, c'est philosophique, c'est beau, mais ok allons-y, est-ce qu'il y a un use case à implémenter? Bout en bout, je pourrais pas rentrer dans les détails parce que tu as évidemment une partie de secret sauce, mais bout en bout qui a eu un impact très significatif sur le business et sur l'acquisition, c'est en outbound. Je le sentais. C'est bizarre. Tu vois, donc, non, mais en fait, si tu découpes l'outbound, l'outbound a plein de définitions aussi en fonction des boîtes, mais globalement, c'est trouver les bons prospects à contacter proactivement en tant que boîte pour soit leur faire naître le besoin, soit leur pousser un besoin qui était peut-être émergent chez eux. Mais ça vient pas du prospect en lui-même, c'est pas lui qui vient sur ton site faire une demo request, un lead magnet ou un self-serve. Donc c'est une approche différente qui est au cœur de l'ADN de Skello. Les 2 premières années de Skello, 2016-2018, c'est 100% outbound. C'est on va chercher les clients un par un. Comme énormément de boîtes, tu call, on avait même dans la rue, rue des Martyrs, rue des Vinaigriers, on faisait resto par resto et finalement ils rentraient petit à petit et après tu crées ton effet bouche à oreille, parce que tu as un bon produit aussi, si tu as un produit de merde ça marche pas, mais tu as un bon produit, tu as le marché en face, ça fonctionne hyper bien. Depuis 8 ans, la outbound reste majoritaire, tu vois, sur le niveau de l'acquisition. L'inbound a accéléré, l'inbound a permis d'aller chercher plus, mais il faut pas se leurrer, la outbound ça reste vraiment notre savoir-faire vraiment clé. Et je trouve que c'est d'ailleurs, juste pour rebondir, on parle moins de l'outbound /IA. C'est en train de changer, je trouve. C'est en train de changer. L'inbound, c'est le contenu exactement. à l'appel, quoi. Ce qui vient souvent, c'est ça. C'est dommage. Maintenant, et je commence. Mais on va pouvoir non, mais t'inquiète pas que sur la chaîne, il y a plein. En fait, à toutes les étapes de la chaîne, tu gagnes en valeur avec l'IA. Donc globalement, si on résume. Tu as des gros volumes, des très gros volumes. Nous, on peut vendre, pas à tous les micro-entrepreneurs, ils ne peuvent pas prendre Skello, mais dès que tu as 1 ou 2 employés, tu peux déployer Skello ou même un produit, je vous l'annonce ici, je ne sais pas quand sort le podcast, mais dès lundi, on va, pour la première fois de l'histoire de Skello, sortir un produit où tu n'auras pas besoin de souscrire à la solution Skello avec le planning, etc. Tu auras une badgeuse directement pour badger tes salariés sans avoir toute la complexité, entre guillemets, en tout cas toute l'offre globale historique. Et avec ça, on va aller chercher des clients qui ne viennent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas besoin de tout ce qu'on fait, tu vois. Mais spécifiquement là-dessus, on sait qu'on va adresser un marché complémentaire. Mais au-delà de ça, des entreprises en France qui peuvent souscrire à Skello, t'en as quand même plus d'1 million. Donc c'est énorme. Donc là-dessus, l'IA aujourd'hui, le traitement de la donnée en masse, rien que pour nous aider à faire des clusters, à catégoriser, à prioriser, à scorer les actions qu'on va faire, c'est dingue. Enfin, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on passait du temps de dingue avec nos data scientists, avec nos équipes vraiment en charge de l'analyse de la data pour que ça devienne actionnable pour des équipes revenus et des équipes sales. Ça, aujourd'hui, on a vraiment réduit les cycles de décision. On a réduit aussi le moment entre on sait qu'on a ces leads-là
à scraper, à enrichir, à scorer et à donner à nos sales sur toute la chaîne. La haute bande aujourd'hui, il est drastiquement amélioré grâce à l'IA. C'est assez incroyable pour le coup. Vous utilisez un peu l'IA sur la partie intent data, buyer intent? Alors, c'est une super question. On l'a testé sur certaines cibles, mais à nouveau, nos cibles ont moins de signaux sur Internet. Un restaurateur, globalement, alors si, c'est faux ce que je dis, parce qu'un restaurateur, s'il a 250 avis, 5 sur Google, et que les avis tombent tout le temps, il a une page Insta avec 50 000 abonnés, tu sais qu'il y a de la rotation, tu sais qu'il y a énormément de salariés, tu sais que, donc si, c'est des intents web. Mais on n'a pas le niveau de maturité. Aujourd'hui, en tout cas, on l'adresse pas assez, mais en le disant et en parlant, je vais l'écrire dans ma roadmap pour les semaines et les mois à venir. Mais clairement, de se dire, tu as telle personne chez L'Oréal qui s'est connectée sur la page pricing, on l'a testé, mais c'était overkill à l'époque, tu vois. Ouais. Mais ça peut être, nous, l'intent qui est hyper intéressant pour du SMB et du mid-market sur des métiers de terrain, c'est l'onscale. On avait bossé avec eux il y a un an, c'est de se dire telle boîte recrute. Ouais. Telle boîte recrute, c'est-à-dire que tu vas avoir une personne en plus, 2 personnes en plus. Ça, pour des boîtes comme nous, c'est hyper intéressant. Ah, vous recrutez, bah, donc vous allez avoir besoin de Scalo pour gérer vos équipes. Ça a bien marché, mais c'était pas non plus game changer. On n'avait pas continué à l'époque, mais ça se reteste. Super. Je t'enverrai le lien de l'épisode qui va sortir bientôt avec le VP Growth de Datadome. On part pure intent. Trop bien. Ok, très bien pour cette partie-là. Mais du coup, j'imagine, je vais essayer de prendre ce que je peux prendre. Il y a aussi un sujet de copywriting de cold email parce que ça, tout le monde est dessus. J'imagine c'est un peu une partie de votre secret sauce. Est-ce que vous utilisez un peu sur cette partie copywriting? Est-ce que vous voyez un peu de l'impact à ce niveau-là? Oui, mais à nouveau, le cold mailing, nous, on en fait un peu, mais tu vois, c'est pas là où on a le maximum. Donc oui, ça nous a aidé. Franchement, il y a des séquences qui ont décollé alors que on patinait surtout sur des cibles très spécifiques. Okay. Donc ça, c'est hyper utile. Après, on connaît hyper bien l'Emlist. Pour le coup, on a notre ancien CRO, Charles Teno, qui a fait Mercato il y a 1 an et demi, donc on le voit encore hyper souvent. Donc on a testé aussi plein de features chez eux en avant-première. Franchement, c'est un super outil, l'Emlist. Mais il y en a plein d'autres. Tu vois, à une époque, on avait Salesloft aussi qui était bien. Mais à nouveau, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, l'outil ne sera jamais la solution. Derrière, c'est comment ta séquence elle est bien configurée, comment ton wording il déclenche l'action. Et on revient toujours à la même histoire, c'est qui est ton client, qui est ton persona, qui est ton ICP. Va aller voir. Là, regarde, regarde, tu sais pas. On est en train de faire un tournage. On est en train de faire un shooting pour la campagne, une super campagne qui va sortir dans quelques semaines. En fait, tu les vois. T'es chez Big Mama, t'es chez Dahlia, t'es chez Pastel qui vend des vélos. Tu les vois en live en train d'utiliser Scalo, mais en fait, ils sont pas du tout derrière un bureau. Ils sont dans leur commerce, ils sont dans leur resto. Et ça, de se poser avec eux, de te dire mais est-ce que vraiment tu vas ouvrir un mail, t'en reçois 250 par jour, donc on revient toujours aux fondamentaux et aux basiques, mais c'est qui est ton client, comment en fait dans cette journée de professionnel tu vas réussir à le catcher, et ça te donne énormément de clés. Donc la puissance de l'IA dans votre outbound, de ce que j'arrive à comprendre, c'est le côté méga data analyse en temps réel, de détecter des clusters, de prioriser. Effectivement, contrairement peut-être à d'autres business, vous avez vraiment une sorte d'audience, en tout cas de marché adressable qui est quand même pas mal. 1 million, c'est pas rien. C'est ça globalement le use case principal. On y revient, c'est data et ops aussi. Tu vois, c'est comment les outils communiquent mieux ensemble, comment on arrive à envoyer la bonne donnée au bon moment. Ça a quand même changé pas mal de use case. Ok, assez clair. Est-ce que tu voulais aborder un autre use case ou on va un peu vers une forme de synthèse? On peut aller vers la synthèse. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Et en fait, la synthèse, on a déjà fait un peu l'outro sur la partie le rôle du CMO. Je pense que c'est le message, il est d'arriver à embrasser. Moi, la question que je me pose, c'est comment on arrive à embrasser le changement sans se faire dépasser au moment critique où on est. C'est-à-dire d'essayer de trouver quand même un équilibre entre faut vraiment tout voir à travers l'IA et puis rester quand même un peu pragmatique. J'ai pas de réponse à ça, mais tu vois, est-ce qu'on doit pas faire un peu gaffe à
à pas trop, Trop en faire. Ouais, trop Ouais. confier l'IA. Moi, je prends un exemple, alors, que vous faites, moi, mais qui est le call mailing. Je trouve que c'est pourri. Je trouve que s'il y a Surtout des toi, trucs- en tant que prospect, t'en reçois 10 Alors, par jour. moi, en tant que prospect, insupportable, c'est un enfin, enfer. tu vois. Moi, en tant que, parce que je suis un peu des deux côtés, parce que j'ai notamment pour une boîte de part-time CFO que j'ai monté, je trouve que quand je fais des séquences avec ChatGPT, alors, c'est peut-être que j'utilise mal. Je trouve que le résultat, tu vois, il te ressort des trucs, mais c'est sans doute que je suis nul, mais est-ce que voilà, est-ce qu'il faut quand même pas tuer le bon sens, quoi. Bien sûr. Un certain sens. Mais ça, pour moi, on revient toujours sur la connaissance que tu as de tes clients, de ton marché. A priori, personne mieux que toi Ouais. ou tes équipes l'ont. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ça. En fait, ce qui va faire la différence, à mon avis aussi, l'IA va réduire pas mal de barrières à l'entrée. Donc, demain, tu vas avoir de plus en plus de business qui vont se monter. En revanche, quand tu as une boîte qui a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans d'historique, c'est ça la force principale. Et l'IA va te permettre de dire, ah mais regarde, zoom là-dessus. T'as pas vu qu'en fait, tu connaissais hyper bien telle typologie, hyper spécifique. Et ça, en fait, je pense que c'est là où tu vas te dire, soyons pragmatiques, on va pas passer du tout au tout, on va pas arrêter tous nos investissements sur ce qu'on sait bien faire et là, on délivre de la valeur et on sait qu'on a une super roadmap à délivrer pour nos clients cette année. Mais en revanche, faut l'intégrer intelligemment. Et moi, je pense que c'est ça qui doit changer aujourd'hui. Et les boîtes qui prennent ce pli-là vont beaucoup plus vite qu'avant, délivrent beaucoup plus de valeur beaucoup plus rapidement. Et à mon avis, c'est ça. Tu vois, ça rajoute en fait un facteur d'accélération qui n'était pas possible avant ça. C'est une belle note de fin. Ouais. Est-ce que tu as un autre sujet J'aurais pas mieux que ça là. Non, reste pas, c'est bien. Très bien. On finit sur ça. Merci beaucoup Guillaume, Elliot. Merci. Merci à tous les deux. Super intéressant. Merci pour Super l'invitation, c'était cool. intéressant. Et puis à très vite. À la Avec prochaine. plaisir.